Merci. Je voudrais d'abord remercier Jean-Pierre de m'avoir permis d'être parmi vous pendant ce congrès. Et je vais vous parler de la nouvelle problématique auquel nous devons faire face vis-à-vis de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH dans les pays du Nord. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent cette diapositive. Hein, ça a suivi l'arrivée des inhibiteurs de protéase avec des traitements antirétroviraux, comme on disait, hautement actifs, et leur effet absolument drastique sur les taux de décès rapportés par Franck Palella ici en 98, en même temps qu'on avait une augmentation des personnes recevant ces traitements antirétroviraux. Et il y a eu beaucoup d'études qui ont essayé de caractériser le pronostic des personnes infectées par le VIH qui recevaient des traitements antirétroviraux, et notamment, je vous montre ces résultats obtenus par l'ARTCC, qui est une collaboration de plusieurs cohortes, 13 cohortes, il me semble, de personnes qui reçoivent un traitement antirétroviral, du moins une combinaison de 3 drogues. Et ici, une étude sur pratiquement 13 000 adultes recevant des trithérapies. Et vous voyez ici que le taux de décès est très bas chez les sujets qui ont des CD4 à plus de 200 par millimètre cube. Et ce taux de décès augmente progressivement si les CD4 à l'initiation du traitement antirétroviral sont bas, très élevés, avec des CD4 inférieurs à 50. On voit aussi cette diapositive que lorsque la charge virale à l'inclusion sous trithérapie est supérieure à 100 000, le taux de mortalité augmente. Alors, dans cette étude de cohorte, le endpoint était soit le sida ou le décès, soit le décès. Et quand on étudie le risque de développer un sida ou un événement combiné sida ou décès, en fonction du groupe de transmission, vous voyez ici que pour le décès, il y a une surmortalité dans cette étude chez les usagers de drogue. Je passerai sur l'effet de l'âge sur la mortalité. Et donc, ce sur lequel je voudrais revenir dans cet exposé, c'est le fait que, effectivement, depuis que les trithérapies antirétrovirales se sont généralisées, on a vu, donc, comme je vous l'ai montré, diminuer de façon drastique les causes sida, alors que les causes de décès non sida sont restées stables, voire ont proportionnellement augmenté. Alors, quelles sont les causes de décès chez les patients affectés par le VIH et comment ont évolué ces causes dans l'ère après 96, donc après les trithérapies? Ici, toujours les données de l'ARTCC qui ont été publiées récemment, enfin du moins l'année dernière. Donc ici, le suivi de presque 40 000 patients infectés par le VIH, ce qui représente plus de 150 000 personnes années de suivi. 1879 décès. Vous voyez qu'un petit peu moins de la moitié sont liés au sida. Et donc, les 50% restants reviennent à des cancers non sida, à des infections non sida, à des morts de causes violentes, les maladies du foie et les maladies cardiovasculaires, sur lesquelles je vais revenir. Alors, ici, ce qu'on peut observer de cette diapositive, c'est que les décès liés au sida surviennent majoritairement dans la première année de traitement antirétroviral. Vous voyez la diminution importante de cette mortalité liée au sida à partir de plus de 1 an de traitement antirétroviral. Donc ici encore représenté la part très importante de causes non liées au sida dans la mortalité des personnes vivant avec le VIH aujourd'hui. Alors, chez les usagers de drogue par voie intraveineuse, comme je vous l'ai dit, on voit une surmortalité comparée aux non-usagers de drogue. Ici, vous voyez le hazard ratio en fonction de l'usage ou non de drogue dans cette population. Et ce qu'on peut observer, c'est que pratiquement pour toutes les causes, on voit une augmentation significative
de décès, y compris d'ailleurs dans les causes SIDA, avec majoritairement les causes infections non-SIDA, mort violente, maladie hépatique, on y reviendra en particulier avec le VHC, et les causes d'origine respiratoire, en particulier infectieuses, mais pas exclusivement. Néanmoins, cette surmortalité chez les sujets usagers de drogue infectés par le VIH est quand même controversée, puisque vous voyez ici, dans cette étude qui a été menée au Canada, on n'a pas de surmortalité, quelle que soit la cause ou en cause non accidentelle chez les usagers de drogue. Néanmoins, cette étude concerne un nombre plus bas, environ 3000 patients naïfs d'antirétroviraux comparés aux études de la RTC. Alors ici, les données françaises. Donc il y a des enquêtes de mortalité. Il y a eu une enquête en 2000 et une enquête en 2005. Et donc on voit les causes de mortalité dans la population de patients infectés par le VIH en France. Qu'on peut observer entre 2000 et 2005, c'est la diminution significative de la mortalité liée au sida et l'augmentation significative de la mortalité liée au cancer dans ces populations. Vous voyez que l'hépatite C représente à peu près 10% et il n'y a pas eu d'évolution nette entre 2000 et 2005. Il y a une autre étude de mortalité qui a eu lieu récemment dont on n'a pas encore les résultats. Alors, qu'en est-il de la réponse virologique sous traitement antirétroviral? Ici, vous avez les données de la cohorte française. C'est Dominique Costagliola qui m'a donné cette diapositive. On voit, si on s'intéresse à la population de patients dont la charge virale est inférieure à 500 copies, que plus de 80% des patients qui reçoivent un traitement antirétroviral depuis au moins 6 mois dans les hôpitaux français ont une charge virale indécelable au seuil de 500 copies. Alors, qu'en est-il des différents groupes de transmission par rapport à la capacité d'obtenir une charge virale indécelable sous traitement? Si on prend l'année 98 comme référence, toujours des données de la RTC, on s'aperçoit qu'avec le temps, entre 99 et 2002-2003, on a eu une augmentation de la probabilité d'obtenir une charge virale indécelable avec les traitements antirétroviraux. Néanmoins, cette augmentation significative de la probabilité d'avoir une charge virale indécelable est vraie toute population confondue, dans la population homosexuelle ou hétérosexuelle, mais n'est pas significative dans la population des usagers de drogue par voie intraveineuse. Alors ici, une étude de la cohorte suisse qui évalue comment, parmi les catégories de patients, qu'il s'agisse d'ex-usagers de drogue, d'usagers de drogue sous traitement de substitution qui restent actifs ou qui sont actifs non substitués, en quoi, dans ces différentes populations, il y a un impact sur le contrôle virologique sous traitement antirétroviral. Et ce qui apparaît clairement sur cette diapositive, c'est que si on mesure l'odds ratio d'avoir une charge virale indécelable chez les anciens usagers de drogue ou les usagers de drogue substitués qui n'utilisent pas de drogue intraveineuse, la probabilité est la même comparée à des sujets qui n'ont jamais été usagers de drogue. Par contre, il y a une diminution de la chance d'avoir une charge virale indécelable chez les sujets qui utilisent, qui sont actifs au plan de leur toxicomanie, qu'ils soient ou non substitués. Alors, qu'en est-il de l'évolution immunologique tout au long de ces années? Là encore, des données de la cohorte française, la FHDH. Et alors que vous voyez bien l'augmentation de la proportion des sujets qui ont une charge virale indécelable parmi la population française de patients infectés par le VIH, ce qu'on voit à cette diapositive, c'est qu'il
il y a une majorité des patients qui ont des CD4 qui restent inférieurs à 500 par millimètre cube. Ici, 60%, on est à peu près maintenant à 50% de la population française infectée par le VIH qui garde des CD4 à moins de 500. Et ce qui a été montré, en particulier dans cette étude menée par Charlotte Leden sur la cohorte Aquitaine et aussi la cohorte ANRS copilote, c'est que finalement, quand on a des CD4 inférieurs à 500, il y a une surmortalité et qui persiste, sauf lorsque les CD4 sont à plus de 500 pendant au moins 5 ans. Donc il faut 5 ans de CD4 à plus de 500 pour avoir des taux de mortalité qui s'approchent ou qui sont significativement non différents de ceux de la population générale. Ici, les résultats aussi de la cohorte aquitaine sur les événements qui ont mené à une hospitalisation, quelle que soit la cause en fonction des CD4. Et on voit ici que chez les sujets qui ont moins de 200 CD4, on a à peu près une part importante des hospitalisations qui sont liées au sida, alors qu'à plus de 500 CD4, la proportion d'hospitalisation pour cause non-sida est beaucoup plus importante. Alors, la population de patients âgés infectés par le VIH prend de l'âge, hein, on s'en serait douté, comme nous d'ailleurs. Effectivement, en 2005, ici, les bases de la cohorte hospitalière française, on retrouve à peu près un quart des hommes suivis dans les cohortes qui ont plus de 50 ans, et ceci, entre guillemets, se majore, puisque les données 2010 sur un site de la science publique, qui est l'hôpital européen Georges Pompidou, qui a une population essentiellement d'hommes, vous voyez que la proportion de sujets à plus de 50 ans est de 40% chez les hommes et 30% chez les femmes, ce qui est important par rapport à la cohorte. Et effectivement, on est confronté à des comorbidités non liées au sida, essentiellement un risque de cancer non-sida, de maladies cardiovasculaires, de maladies rénales chroniques et de maladies hépatiques. Alors, l'augmentation de cancer du poumon indépendamment du tabagisme, il est clair qu'il y a plus d'utilisateurs de fumeurs dans le groupe des personnes affectées par le VIH comparé à la population générale, mais il a été souligné le risque accru de cancer du poumon chez les patients affectés par le VIH, et ce, indépendant du tabac. Ici, vous voyez une étude très intéressante qui a comparé l'incidence de cancer dans la population de patients infectés par le VIH comparé à des transplantés qui sont donc aussi des patients qui ont un déficit immunitaire, mais cette fois-ci lié au traitement immunosuppresseur. Et on voit une augmentation du risque de cancer du poumon, de leucémie, de cancer du rein dans les deux populations de transplantés et de patients infectés par le VIH. Alors ici, les causes de mortalité par cancer, enfin plutôt les prévalences des cancers dans une étude onco-VIH menée en France. Première cause sont les lymphomes non-hodgkiniens, donc une cause qui est liée au sida, mais le Kaposi vient en seconde position, mais tout de suite après, vous voyez que vient le cancer du poumon et la maladie de Hodgkin qui semble augmenter relativement actuellement chez les sujets infectés par le VIH. Et quand on compare dans cette étude hommes et femmes, on voit que la troisième cause est le cancer du poumon chez l'homme et que c'est le cancer du sein qui vient en deuxième chez la femme, avec peut-être un mot sur les cancers de la marge anale qui sont de plus en plus fréquents et qui n'ont pas diminué malgré les traitements antirétroviraux, qui sont même en train d'augmenter, probablement du fait de l'augmentation de la durée de vie de nos patients. Alors, quels sont les mécanismes potentiels de la survenue de cancer dans cette population? C'est évidemment le déficit immunitaire qui peut résulter en un défaut de contrôle de pathogènes oncogènes, des
des anomalies liées d'une part à l'infection et qui entraînent une inflammation chronique. On connaît bien le rôle de l'activation chronique du système immunitaire dans le risque de survenue de cancer et la perte de la capacité à identifier les cellules tumorales, donc de la surveillance immune, comme on dit, dans la prévention des tumeurs. Tout ça associé à une augmentation de l'espérance de vie et à peut-être d'autres cofacteurs dont on a vu par exemple le tabac, qui est un cofacteur de risque de survenue de cancer du poumon. Alors, il a été dit beaucoup de choses sur les maladies cardiovasculaires dans la population de patients infectés par le VIH. Donc, il y a un risque accru, ici vous le voyez, dans la population des personnes vivant avec le VIH, d'événements cardiovasculaires qui, comme on s'y attendrait, augmente avec l'âge. Ici, vous voyez une augmentation de la fréquence aussi d'atteinte coronaire chez ces patients. Et puis, il y a eu l'effet, l'ère après SMART, l'essai SMART dont je vous ai dire un mot, qui a mis l'accent sur le risque cardiovasculaire dans la population de nos patients. L'essai SMART, c'était une étude multicentrique internationale dont l'idée au départ était d'épargner les traitements antirétroviraux du fait du risque de complications à long terme sous traitement antirétroviral. Donc deux groupes de patients ont été randomisés, des patients qui recevaient un traitement continu, à peu près 2700 patients, et des patients qui recevaient un traitement antirétroviral intermittent, soit ils n'étaient pas démarrés tout de suite, ou alors arrêtés quand les CD4 remontaient à 350 et recommencer si les CD4 baissaient en dessous de 250. Et en fait, cet essai a été arrêté prématurément compte tenu d'une surmortalité absolument nette dans la population des patients qui étaient dans le groupe qu'on appelle drug conservation, c'est-à-dire le groupe traitement intermittent. Et non seulement il y avait une surmortalité liée au sida, ce que vous voyez ici, mais il y avait aussi une surmortalité avec des événements non sida, qui étaient essentiellement des événements cardiovasculaires, rénales, hépatiques ou des cancers non sida dans cette population. Et ça a enterré toute l'époque des traitements intermittents, des interruptions structurées de traitements antirétroviraux. Ici encore, le risque qui est un hasard ratio de 7 de faire un événement non-sida dans la population de patients qui étaient dans le groupe épargne de traitements antirétroviraux. Alors, ce qu'on sait par rapport à risque cardiovasculaire et infection VIH, c'est que le fait d'avoir une charge virale détectable apporte un surrisque de faire un infarctus. Ça, c'est les données de la cohorte française. Et ce qu'a trouvé Dominique Costagliola également, c'est que le fait d'avoir un rapport CD4, CD8, là c'est une erreur, c'est inférieur à 1, entraîne aussi un surrisque d'infarctus, et ce probablement par le fait que la baisse du rapport CD4, CD8 est associée, reflète une activation importante du système immunitaire. L'autre facteur était les molécules antirétrovirales qui avaient d'ailleurs été mis en avant au départ, où montraient que certains traitements, en particulier les inhibiteurs de protéases, étaient associés de façon indépendante à un risque accru de faire un infarctus du myocarde. Qu'en est-il de la maladie rénale chronique? Je vais aller vite, mais il y a une augmentation du risque de maladie rénale chronique, en particulier, vous le voyez ici, dans la population noire, où il y a chez la population originaire d'Afrique une augmentation du risque de néphropathie liée au VIH. Alors le foie, ici c'est une étude chez les hémophiles, mais évidemment le problème des maladies hépatiques, des co-infections VIH, VHB, de la survenue de cirrhose et d'hépatocarcinome sur cirrhose est une vraie problématique actuellement chez nos patients qui sont maintenant contrôlés sur le plan du VIH et qui, malgré ça, développent
peuvent développer des cancers du foie sur des hépatites chroniques compliquées de cirrhose, puisque vous savez que le risque de survenue de cirrhose, enfin, la cirrhose évolue l'hépatite chronique évolue plus rapidement vers la cirrhose chez les sujets qui ont infecté VIH, VHB ou VHC. Donc, en conclusion, il y a une différence très importante du visage de la prise en charge des patients infectés par le VIH dans les pays du Nord, avec une augmentation de la mortalité et de la morbidité de causes non-sida depuis 15 ans, à partir de l'introduction de traitements antirétroviraux qu'on dit hautement actifs, avec notamment en première ligne les causes cardiovasculaires et les cancers. Il faut maintenant être plus agressif dans le dépistage et le traitement et ou dans la prise en charge des facteurs de risque chez ces patients. Le tabac, avant on disait, bon, ils fument, mais c'est pas grave. Maintenant, si on est plus actif pour essayer de convaincre nos patients du sevrage tabagique. Je n'ai pas parlé de la cocaïne, il y a très peu de données, mais les cardiologues savent bien que les causes cardiovasculaires chez les sujets jeunes, infectés ou non par le VIH, sont souvent liées à la cocaïne, les dyslipidémies, le diabète et l'hypertension artérielle. Je vous remercie.